Moi, en 4 secondes, je sais très bien sur quel profil je vais tomber. J'ai beaucoup fait de psychologie sombre aussi. Dans le mot convaincre, il y avait vaincre les cons. Plus c'est cher, plus c'est facile. Les personnes qui n'arrivent pas à vendre, c'est qu'ils essaient de convaincre. Je différencie la négociation et la vente. Il y a des objections à la fin, l'appel est mal fait. Elle va se sentir fermée dans un entonnoir, donc elle va te dire oui pour te faire plaisir, mais Ouais, en fait ça vient pas d'elle. Et plus tu te connais toi, donc le savoir-être, plus tu peux connaître les autres. Si t'es pas aligné avec ce que tu vends, ça se ressent. Chaque décision qui engendre un changement, ça c'est pas du tout confortable. Ah, ce mec il fait 1 million, il fait 10 000, etc. Je veux faire comme lui. Pire erreur. Et on se retrouve aujourd'hui avec Raph Differo. On a pu s'associer ensemble sur le business d'Empire Closer à l'époque et à notre démarrage. Donc il était manager de notre pôle vente et il m'aidait du coup à gérer les pôles vente. Et j'ai voulu le recevoir aujourd'hui parce que il maîtrise vraiment tout ce qui est comportement d'achat, psychologie humaine et donc vente. Et je vais pouvoir lui poser quelques questions et puis on va pouvoir converser là-dessus. Donc vous allez être servi. Raph, ravi de te recevoir ici. Mais moi aussi, au plaisir. Donc on va parler vente avant tout pour que le public comprenne un petit peu ta psychologie là-dessus. C'est quoi la vente pour toi, grosso modo? Pour moi, la vente, ça va être réussir de capter le besoin et d'y répondre sans y forcer. Dans le sens où ça va dépendre le service que tu as. Déjà, trouver l'avatar client qui y correspond et ensuite voir ses besoins et y répondre de manière efficace. Okay. Après, pour moi, il y a plusieurs types de vente. Tu peux avoir de la vente forcé, entre guillemets, ce que j'appelle vraiment du commercial, où on va s'en foutre des besoins et le but c'est de vendre. Ça c'est pas mes valeurs. Ou comme on a fait avec Empire Closer, de voir les besoins, de répondre aux besoins et d'y répondre. Parce que c'est quoi les conséquences si tu vas vers le chemin numéro 1 qui est de forcer la vente pour ton prospect? Après c'est en termes de valeur, donc tu vas pouvoir vendre, mais j'y crois pas en long terme. Donc après, si la personne vise que l'argent, je pense qu'au bout d'un moment, elle va plus être en adéquation avec ça. Et on y voit souvent, les gens qui font ça, ils durent quelques mois et après ils arrêtent. Parce qu'il y a une incohérence au bout d'un moment et je vois pas le plaisir de forcer les gens à acheter quelque chose. Tu penses que le public et l'interlocuteur peut le ressentir, même s'il n'a pas de capacité en vente, ça peut se ressentir? Ouais, en fait il y a quelques années quand la vente, pour moi il y a quelques années la vente, on était dans le thème 1, où les gens avaient l'habitude que ça soit forcé. Maintenant, les gens sont beaucoup plus conscients. Donc, ça se voit de plus en plus. Et on le voit quand on a expérimenté avec Empire Closer, où dès que c'est forcé, ça passe plus. Ouais. Et moi, je le vois même dans les magasins, etc. Les gens en ont marre des commerciaux, entre guillemets. Qui te sautent dessus direct. C'est ça. Donc, je pense qu'en 2024, ça peut passer encore, mais de moins en moins. Ok, ça marchera sur le court terme, c'est ce que tu disais, mais sur du moyen, long terme, ton business s'écroulera. Ouais, clairement. Ok, et tu parlais, moi j'ai aussi une forte croyance dans le fait des comportements d'achat qui changent, surtout rapidement aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre 2020-2022 et la façon dont les gens vont acheter auprès d'un business ou d'un service en 2024? Ouais, clairement. Alors, avec l'accès à Internet, tu vois, plus le Covid où les gens ils sont plus allés sur Internet, il y a beaucoup plus de conscience. Il y a plus en plus de gens qui font des vidéos sur la vente, sur les conseils, etc. Donc les gens ils sont au courant. Donc la psychologie pour moi change. Tu vas devoir plus jouer sur l'énergie que tu dégages plutôt que la communication. Ouais. Donc le marché s'éveille grâce à tout ce qui va être offert, gratuit. Le marché est beaucoup plus conscient. Exact. Même s'ils n'ont jamais fait de business. Exact. Ok, ça, je vois. Ça se ressent en discutant avec les gens. Tu vois. Ouais. On dit que l'énergie ne ment jamais, donc selon toi aujourd'hui, à partir du moment où l'énergie elle est bonne et que tu es là pour vraiment comprendre les besoins et aider la personne, ça va se ressentir. Pour moi, si t'es pas aligné avec ce que tu vends, ça se ressent, donc tu le vendras moins et les gens sont très concentrés sur le savoir-faire alors qu'ils devraient développer le savoir-être. Ouais, mais tu penses que, imaginons quelqu'un qui a son business, il peut ne pas être aligné avec ce qu'il vend, malgré que ça soit son business, ça soit son idée, ça soit son bébé, ça peut arriver? Ça peut arriver, mais ça se ressent direct. Ça se voit quand il en parle en vidéo, quand je regarde des podcasts ou quand je regarde des vidéos YouTube, ça se voit directement que t'es pas animé par ce que tu fais. Et je pense que toute personne, même si la personne ne va pas avoir des interprétations directes en termes de ressenti, l'alignement se ressent. Donc tu peux, en regardant la personne, sentir un truc bizarre. Je comprends. Tu vois? Je comprends. Et dans ce cas-là, ça passe pas. Et selon toi, tu parlais de savoir-être, ça se travaille du savoir-être parce que le savoir-faire, c'est des skills, tu peux l'apprendre, le savoir-être.
Est-ce que ça se travaille et si oui, de quelle façon on peut le travailler? Tu vois, quand j'ai fait la psychologie, il y a beaucoup de gens qui vont étudier la vente. Pour moi, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder selon les autres, mais pas selon eux. Moi, quand j'ai fait la psychologie, j'ai fait selon moi. Et plus tu te connais toi, donc le savoir-être, plus tu peux connaître les autres. Donc pour moi, le savoir-faire, ça va être en surface. Donc je vais apprendre à convaincre les autres. Et le savoir-être, c'est comment moi je fonctionne pour faire comprendre aux autres que je suis aligné, en gros. Ok, donc faire un travail sur soi-même pourra t'aider dans tes skills de vente, ton attitude sur les appels. Ouais, clairement, plus tu travailles sur toi-même, plus tu sais qu'est-ce qui te plaît, plus tu fais de l'expérience, plus tu sais sur quoi tu es aligné, plus l'énergie suit. Ok, donc ce travail de se poser les bonnes questions, de passer du temps avec soi-même, de prendre une feuille, écrire un petit peu en profondeur ce que tu veux transmettre, qui tu es, quelles sont tes valeurs, clairement. Pour avant de prendre des appels, c'est un travail à faire absolument. Exact, et c'est long, tu vois, parce que moi j'ai commencé à 15 et c'est vraiment à 23. 15 ans. Ouais, c'est vrai, et le travail il a été tous les jours, c'est vraiment à 23, 24 où je me suis dit ok, bon, c'est ça. Tu vois. Alors quand je vois des gens qui se lancent en une année et qui pensent être alignés, tu peux, mais c'est rare. Ouais, je comprends. Si t'as pas expérimenté. Ok, et tu nous parlais que tu avais travaillé sur la psychologie, on t'a même pas présenté. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu as ces skills et cette attitude en vente aujourd'hui? Ouais, moi j'ai commencé à travailler en esthétique médicale. J'étais très intéressé par le corps humain, son fonctionnement, etc. Et fallait vendre les produits. Je me suis dit, on a un corps qui fonctionne, on a un cerveau qui fonctionne, comment il fonctionne? Et plus j'étudiais le fonctionnement, plus je me suis dit, ah ok, donc si on fait ça, on va avoir ce résultat-là. Et même avec moi-même, tu vois, comment je fonctionne, quand l'ego s'active, quand l'ego s'active pas, pourquoi là je suis énervé, pourquoi là j'arrive pas à vendre. Moi, ce qui m'a aidé souvent, c'est que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui réussit, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Donc la réponse, je vais le trouver dans l'étude de la psychologie. J'ai beaucoup fait de psychologie sombre aussi. Alors, c'est-à-dire psychologie sombre. La psychologie sombre. On peut se mettre plein d'idées en tête quand on parle de ça. La psychologie sombre, c'est l'étude de la manipulation. Donc après, pour moi, c'est comme un couteau. Soit tu l'utilises pour cuisiner, soit tu l'utilises pour tuer des gens. Moi, c'était plus pour cuisiner. Mais aussi, tu vois, en termes de négociation, pour vraiment comprendre, pas se faire avoir déjà, comment l'autre te manipule. Donc j'ai beaucoup étudié ça. Et pour la vente, c'est génial, tout ce qui est PNL, etc. Ensuite, j'ai travaillé en vente commerce. Après, en e-commerce. Donc là, ce qui était intéressant, c'était le comportement psychologique d'achat en ligne. Donc sans forcément d'appel. Sans forcément d'appel, ouais. Comment la personne va réfléchir en tombant sur ton site web. Ça, tu le vois par les analyses que tu vas mettre, comment la personne fonctionne. Après, j'ai travaillé pour Asos, j'ai travaillé pour Apple, où je manageais des équipes de vente. Et tu vois qu'il y a tout le temps les mêmes trames en psychologie, etc. Et puis après, on a travaillé ensemble. Là, je fais du consulting aussi pour les entreprises. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être la partie négociation, parce que c'est là où, pour moi, la psychologie se met en place. Et donc, j'ai toujours étudié ça tout le long de ma vie. Ok, donc avant tout, tu l'as étudié pour toi aussi, te protéger, entre guillemets. Ouais, pour me protéger, et puis pour savoir surtout comment je fonctionne. Tu vois. Ok. Donc, tu as appris à savoir comment tu fonctionnes pour savoir comment fonctionnent les autres. Tu parlais tout à l'heure, quand ton ego s'active, quand des peurs peuvent s'activer, des doutes peuvent s'activer, de l'énervement. Les croyances. Tu vois, là, comment tu fonctionnes dans ces moments-là? C'est-à-dire que tu prends du recul, tu te poses certaines questions avant d'agir extérieurement. Moi, ce que je faisais avant, c'est la comparaison positive. Pour moi, il ne faut pas se comparer pour essayer d'être, mais la personne réussit comme ça, qu'est-ce que j'ai pas? Et tu le vois, quelle peur s'active, quelle peur a l'être humain, tu vois, pourquoi il a des peurs. Donc essayer de comprendre ça, et comme tu dis, tu vas prendre du recul et se dire, ok, bon, je suis dans ce contexte-là. Le fait d'échanger aussi avec les gens, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul et qu'on a à peu près tous les mêmes problèmes. Donc avancer comme ça, et quand il y a une problématique, tu vas prendre du recul, toujours être dans l'action, mais prendre du recul et vraiment étudier ça. Ouais, je vois. Tu parlais des peurs que les gens ont. C'est quoi les plus grandes peurs avec l'expérience que tu as, que tu retrouves sur le marché quand les gens doivent passer à l'action? Déjà, tu peux avoir un manque de confiance, tu peux avoir la peur du rejet, surtout en vente. Tu vois, la peur du non, la peur de ne pas réussir. Il y a vraiment plein de peurs, mais ce qui bloque vraiment pour moi, c'est les croyances limitantes que tu vas t'installer. Et ce qui est dommage, c'est que les gens ne vont pas expérimenter. Donc par expérience, il y a une peur. Ok, on va pas là, mais on va essayer de contourner.
mais ils vont pas l'affronter. Ouais, et généralement, quand tu affrontes la peur, tu te rends compte que c'est pas... Ok, donc fuir l'évidence dans un appel, quand tu commences à savoir que là, ça commence à bouger à l'intérieur de toi, fuir ça et ne pas poser clairement les choses avec ton interlocuteur, à un moment donné, tu vas payer le prix sur l'appel. Ouais, exact. Si on parle d'appel, Je vois. Ok, d'où le travail du savoir-être pour apprendre à te contenir, apprendre à te comprendre et savoir répondre à la bonne façon. Et puis aussi, tu vois, comprendre le contexte. Si on prend les appels de closing... Typiquement, un entrepreneur qui a son service, qui ne fait pas encore 10K et qui vend encore ses services. Tu vois, moi, ce que je me disais au début avec les appels, c'est que déjà, il faut être à l'aise en appel avec quelqu'un que tu ne connais pas, autant pour toi-même, autant pour l'autre, parce que tu es deux inconnus qui s'appellent. Donc souvent, les gens ne calculent pas ce contexte-là. La personne ne connaît pas forcément ton service, donc il ne va pas dire oui directement. Donc, tu vois, il y a toutes des croyances qui s'installent, qui sont assez hallucinantes que je vois. Donc, pour quelqu'un qui commence le closing, tu vois, comprendre déjà son avatar client, qu'est-ce qu'il veut, et rester dans l'écoute. Ouais, je vois. Et tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec la vente. Moi, j'ai des appels des fois de gens qui me disent, voilà, ta façon de faire, Simon, je l'aime pas. On peut ne pas l'aimer, tu vois. Mais c'est des gens qui souvent ne font pas d'argent, tu vois. Et souvent, ils sont vraiment pas à l'aise avec la vente et du coup ils convertissent pas. Pourquoi selon toi les gens ils sont aussi mal à l'aise avec la vente? Est-ce que c'est une question de perception qu'ils ont du départ de ça? Oui, je pense que c'est une question de perception parce que, et moi le premier au début tu me parlais de commerciaux, c'était détestable. Ouais, carrément. Parce que pour moi j'avais l'impression qu'ils forçaient. Je dois te vendre un truc, etc. Donc je pense que inconsciemment les gens n'ont pas du tout envie d'être dans cette position. C'est pour ça que je dis que si tu es aligné avec ce que tu fais et que tu as conscience que ton service ou ton produit peut aider, ça débloque. Donc pour moi, c'est un peu comme si tu étais le psychologue du service pour dire là, tu as besoin de ça, donc je suis là pour t'aider. Pas pour te vendre un truc. Donc c'est les perceptions. Ok, parce que quand tu vas forcer, du coup, tu vas faire en sorte que la personne se sente vendue, alors que les gens n'aiment pas être vendus, ils préfèrent acheter. Par contre, quand tu les mets dans une position où tu les pousses à pouvoir avoir cette perception de « et je te vends pas », par contre, toi, tu as envie d'acheter, c'est là que ça va vraiment switcher dans le cerveau de l'interlocuteur. C'est comme j'ai tout le temps dit, moi je ne vends rien, c'est les gens qui achètent. Ouais. Mais ok. Mais du coup, c'est facile quand on le dit comme ça, mais du coup, est-ce qu'il y a une structure type à suivre ou c'est vraiment en fonction de chacun? Ça veut dire qu'il y a un mec qui peut vendre avec, on va dire, douceur et ça peut fonctionner. Il y a un mec avec son service qui va vendre avec un petit peu de punch et ça peut fonctionner aussi, ou c'est l'un ou l'autre? Je pense qu'il faut faire de l'ultra-personnalisation et ça va dépendre le service. Il y en a où tu peux te permettre d'être doux et de prendre du temps. Pour moi, il y a les business où tu dois faire de la psychologie. J'avais fait beaucoup, où j'avais accompagné les équipes sur la séduction, ou même tout ce qui est santé, etc. Là, il faut travailler la psychologie parce que tu es avec des gens qui déjà ont peut-être même pas conscience de leurs problèmes ou sont dans le déni. Donc, il faut leur mettre en face et ensuite approfondir. Ou tu vas avoir des business de service où là, c'est très binaire et c'est très logique. Il n'y a pas besoin d'être dans le forcing ou autre, mais on revient sur l'énergie. Pour moi, du moment que tu es souriant, dynamique et que dans l'intention, tu veux aider, pour moi, c'est vraiment la trame pour tous les business à avoir. Donc, il n'y a pas de trame de vente vraiment respectée, à part, et là, on parle de vente, à part si tu dois faire de la négociation à haut niveau. Là, oui. Au niveau, alors qu'est-ce que tu appelles au niveau? Est-ce que c'est par rapport à un prix? Est-ce que c'est par rapport à un public que tu vises, à un service? Moi, je pense que c'est par rapport à un prix et un service. Je ne sais pas si tu dois négocier quelque chose à 100 000 qui demande un grand changement dans la société ou autre et que tu tombes sur un PDG avec un ego surdimensionné. Là, tu dois passer par des stratagèmes, tu vois. Donc, ça va dépendre. Je différencie la négociation et la vente. Ah, intéressant. Ok, donc comment tu définis la négociation et comment tu définis la vente? Pour moi, la vente, encore une fois, tu réponds à un besoin. Et la négociation, tu vas convaincre pour que l'autre accepte. Ok. Voilà, pour moi, la différence. Ok, mais donc ce principe de négociation, est-ce qu'il est bien à implémenter quelquefois dans la vente? Ouais, vu qu'on va convaincre. C'est une bonne question. Ça va dépendre. Non, je pense pas.
C'est toi qui m'avais expliqué un jour, je crois que c'était toi, tu sais, dans le mot convaincre, il y avait vaincre les cons. Je sais plus si c'était toi, voilà. Et souvent, les mots ont une signification, et c'est vrai que d'essayer de convaincre, c'est vaincre les cons. Donc, dans tous les cas, c'est une bataille qui se finira jamais. En fait. Non. C'est pour ça qu'en vente, tu convaincs pas, pour moi. Sinon, je pense que c'est ça. Tu vas montrer un chemin que le gars n'a pas encore ou n'a toujours pas conscience pour amener une nouvelle perception des choses. Et dans cette nouvelle perception des choses, il va penser autrement et donc agir autrement. C'est ça. Mais là, on tient un truc. Je pense que pour les personnes qui n'arrivent pas à vendre, c'est qu'ils essaient de convaincre dans la vente. Et ça marche pas. Tu vois, quand, je sais pas, par exemple, hier soir, je peux te dire que j'ai mangé libanais, c'était très très bon, etc. Ça peut t'inspirer, tu vas avoir envie d'aller au restaurant. Je vais pas essayer de te convaincre d'aller là-bas. Ouais, je vois. Voilà. Je vois. Tu vas essayer de susciter avant tout mon intérêt par rapport au Libanais, par rapport à ceci. C'est ça. Et pour moi, la vente, c'est ça. Ouais. Ok, je vois. Ça veut dire que si moi déjà, je viens pas dans une dynamique où te poser des questions sur les Libanais, ceci, cela, tu vas pas essayer de me dire hey, on va au Libanais ce soir, viens Libanais avec moi. Si je commence à te dire tu devrais venir ce soir avec moi parce que Libanais c'est bon pour ta santé, tu vas me dire je t'ai rien demandé. Tu vois. Ouais, c'est plus ton intérêt que le mien. Voilà, exact. Je vois. Mais dans l'idée, vu que c'est pour ma santé, ça devrait être le mien, mais ça sort de toi, donc ça vient pas de moi, ça fonctionne pas en fait. Voilà, exact. Ouais, je comprends. Donc maintenant, si t'es un peu entre guillemets faible, ça peut fonctionner ou tu peux te sentir un peu déboussolé et me dire oui. Après, c'est une question de valeur. Tu vois. Ouais, je comprends. Et tu vois, on parlait, et tu as souvent éduqué les équipes là-dessus, c'est tout ce qui est profil de couleur. Donc, sans trop pousser le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il y avait le profil bleu, vert, jaune et rouge, si je me souviens bien. Par rapport à ça, donc il y a une adaptation à avoir, mais comment, dans un appel assez rapidement, tu peux savoir à qui tu as affaire et savoir dans quelle catégorie il se place. Alors, et avant tout, qu'est-ce qu'un rouge, qu'est-ce qu'un jaune, qu'est-ce qu'un vert, qu'est-ce qu'un bleu? En fait, pour moi, ça va être uniquement l'expérience. Parce que tu peux... Donc la prise d'appel. Ouais, la prise d'appel. Pour moi, il n'y a que ça. Rendez-vous physique. Tu peux faire des études sur les couleurs ou sur les profils. Je ne vais pas avoir tous les détails là, mais un rouge, il va plus, moins se laisser convaincre qu'un vert, agressif, énergie, etc. Et pour moi, réellement, il n'y a que l'expérience. Sinon, c'est que de la spéculation. Maintenant, si vraiment on veut cerner, en termes de psychologie, par les mots que la personne utilise, par l'intonation qu'elle a, par comment elle va répondre, par les objections qu'elle fait, tu cernes très bien, au bout d'un moment, quel profil c'est et où tu dois te diriger. Mais on utilise les couleurs pour que ça soit plus clair chez les gens, mais pour moi, ça reste des profils psychologiques. Et plus tu fais des appels, plus tu comprends. Moi, en 4 secondes, je sais très bien sur quel profil je vais tomber. Ok. Tu vois. Et toi aussi, plus tu fais des appels, rentre. Ouais, carrément. Et selon ça, du coup, tu adaptes ton dialogue. Exact. Ok. Et du coup, là, tu dis, donc c'est pas forcément des couleurs, enfin, même si il y a quand même une théorie là-dessus avec les couleurs, c'est avec l'expérience. Et selon toi, selon des produits, par exemple, on va être dans le sport, on va pouvoir avoir plus affaire à un type de profil où il peut y avoir tout qui arrive. Dans le Make Money, on peut avoir plus un type de profil où c'est de tout qu'il peut y avoir à chaque fois. Je pense que c'est tout qu'il peut avoir à chaque fois, selon le business, selon l'environnement, selon le pays où tu es. Ça va changer. Tu vas avoir un profil qui va... Tu vois, si par exemple, on prend, quand je coachais les équipes en séduction, tu vas plus avoir des profils verts, un peu timides, un peu réservés. Sur deux. Si tu fais du service en finance, tu vas plus avoir des personnes de confiance, etc. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir des personnes réservées. Donc oui, il y a toujours des profils. Ça va dépendre du marketing que tu fais et de l'avatar client que tu attires aussi. Ok, donc un profil qui est assez timide peut être un profil aussi qui parfois peut être un petit peu dans l'énergie et dans l'ego. On peut être un peu de vert, un peu de rouge. Oui. Bien sûr, on peut être les deux. Ok, ça marche. Et si toi, par exemple, moi je sais, je suis un peu feu, je suis un peu énergétique, énergie à fond. Donc je me catégorise un peu comme un rouge, mais c'est vrai que des fois je vais être un peu plus dans l'amusement. Donc tu vois, un bleu, tout ça. Moi aussi, est-ce que si tu n'es pas un type de profil, par exemple, moi je sais que je suis pas du tout dans tout ce qui va être factuel, savoir les chiffres, les ceci, les cela. Est-ce que je peux aider quand même un mec comme ça? Où ça va me demander forcément plus de travail, mais est-ce que je peux tout de même l'aider, le comprendre et l'amener où il aimerait être et où il doit être? Alors si les deux ont conscience du profil, oui. Mais par exemple, si tu prends un rouge qui va être confiant et un jaune ou vert qui va plus être timide et que tu ne changes pas de dynamique, ça passera pas. Parce que l'autre, il va se sentir
attaquer, il va pas comprendre, il va être dans l'ego, il va fermer. Donc pour moi, c'est une adaptation de profil. C'est un peu de la manipulation, entre guillemets. Ouais, je comprends. Dans le sens où si je vois que tu es jaune et je suis rouge, bah, je vais me caler sur le jaune. Si je vois que tu es rouge et je suis jaune, je vais me caler sur le rouge. D'accord. Donc tu vas plus être en fonction de qui tu as en face, donc t'adapter complètement, plus que l'amener lui à ce que t'es toi. Bah, clairement. Okay. Si je vois que tes chiffres rationnels et que moi pas du tout, dans ma présentation, je vais te parler chiffres et rationnels pour que ça te parle. Ok. Parce que sinon, on va pas du tout être connecté. Ok, donc tu dois être un petit peu de tous les profils. Et comment tu viens à pouvoir comprendre et t'adapter à tous les profils? C'est-à-dire que si par exemple tu as un rouge, tu as beaucoup d'énergie et les chiffres, toi, c'est quelque chose, le factuel, tout ça, comprendre tout ça, c'est pas ton fort. Comment tu peux vraiment commencer à comprendre ces gens-là en les côtoyant, en ayant des gens comme ça dans ton environnement? L'expérience, tu parlais tout à l'heure. L'expérience, ça pour moi, ça va de soi. S'il n'y a pas l'expérience, parce que des fois ça arrive, côtoyer un maximum de personnes, tu vois, étudier les profils et regarder dans la vie de tous les jours. Okay. Ça peut être tes parents, ça peut donc être pas forcément dans la vie professionnelle, tu peux aussi apprendre dans le perso tous les jours. Ah ouais, clairement. Analyser, entre guillemets, analyser les gens et voir comment ils réagissent, tu vois, poser une question, voir les objections qu'ils vont avoir. Et ce qui est fou, c'est pour ça qu'après il y a l'expérience, c'est que pour moi c'est un cercle qui se répète, qui au bout d'un moment c'est tout le temps les mêmes profils ou les mêmes schémas, mais pas au même moment. Ok, donc tester, avoir de l'audace dans sa vie de tous les jours est important pour quand tu vas remettre le nez dans ton business, des appels, des rendez-vous. Exact. Pour moi la meilleure chose c'est qu'une personne qui démarre en commercial, closing, etc., c'est de prendre le plus d'appels en étant détaché du résultat. Après, quand tu travailles pour quelqu'un, c'est autre chose. Mais essayer d'avoir de plus en plus de la communication avec l'autre pour voir, pour analyser. Toi, ce que tu prônes, c'est que si tu commences ton business et que tu veux tester le marché, autant user du lead. Ah ouais. Commencer à user du lead pour apprendre à bien comprendre, faire un travail d'introspection sur tout ça. Donc, enregistrer les appels. Oui. Ok. Clairement. Pouvoir les regarder. Ok. Et ensuite faire un travail sur comment mener tes prochains appels, etc. Sur comment tu vois, regarder, tiens, j'ai dit ça, la personne a répondu ça. Pourquoi elle a répondu ça? J'ai dit ça, pourquoi elle a répondu ça, etc. Et plus tu fais d'appels, plus après tu comprends. Et est-ce que tu penses que tout seul c'est possible? Et si oui, est-ce que tu vas prendre beaucoup plus de temps que si tu étais accompagné vraiment à ce sujet-là? Tout seul c'est possible, mais effectivement, si tu es accompagné, si tu es accompagné de quelqu'un qui a l'expérience, si tu écoutes les appels avec lui, il pourra te dire, tu vois, regarde ça, analyse ça, tu vas comprendre plus vite et au prochain appel, ça ira mieux. Si tu fais tout seul, c'est beaucoup plus long, ça c'est sûr. Ouais, je comprends. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais du coup, tu vas perdre du temps, de l'énergie. Moi, je l'avais fait tout seul, ça a dû me prendre 4-5 ans. Quoi. C'est vraiment je regarde. Ok. Donc, si tu veux miser sur le temps et éviter de perdre ce temps-là, du coup, il faut absolument te faire accompagner. Clairement. Ok. Et comment tu peux choisir la personne qui va t'accompagner là-dessus, selon toi? Pour moi, faut qu'elle t'inspire ou qu'elle te parle, mais parce qu'elle est, pas parce qu'elle fait. Ok, alors là c'est intéressant. Ok, tu choisis la personne par rapport à ce qu'elle est, pas ce qu'elle fait. Donc par rapport déjà à l'énergie qu'elle dégage quand tu l'écoutes, quand tu la regardes. Parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on va être dans une énergie de manque quand on va démarrer un business. J'ai pas d'argent, etc. On va regarder une vidéo YouTube. Ah, ce mec il fait 1 million, il fait 10 000, etc. Je veux faire comme lui. Pire erreur du monde. Plutôt que tiens, cette personne elle est inspirante. Typiquement pire erreur du monde parce que tu vas le suivre par rapport à ce qu'il a, donc les revenus qu'il fait, mais ça se trouve il n'y a aucune connexion qui va se faire avec lui. Non. Donc, et maintenant, si tu te connais un peu, plus les personnes se connaissent, plus tu reconnais le savoir-être des autres. Donc en termes de valeur, comment la personne parle, comment elle communique, quels mots elle utilise, si ça c'est inspirant, faut aller ok. Et tu vois, on avait une conversation la dernière fois dans le taxi avec des entrepreneurs d'ici, et tu vois, par exemple, il y a des gens type qui sont sur le marché aujourd'hui, sur le développement personnel, on va prendre type David Laroche. Voilà. Moi je suis à l'inverse de lui, tu vois, c'est quelqu'un de très calme, très ceci, et je me vois pas me faire accompagner par lui, je vais être plus inspiré par des mecs comme de la Grande Cardone, etc., des mecs qui me ressemblent. Est-ce que c'est un tort de se faire accompagner par quelqu'un qui est tout comme toi? Est-ce que ça va vraiment t'aider ou il faut aller à l'inverse de toi pour aller chercher ce que toi t'as pas? Tu vois ce que je veux te dire? Je vois. Non, je pense que c'est très profond et il faut aller vers ce qui nous inspire, tu vois. Pas se faire d'idées en fait. Non, pas se faire d'idées. Après, si on prend l'exemple que tu as donné,
si tu vas vers David Laroche, peut-être qu'il y a des trucs que tu vas comprendre, mais si ça correspond pas à ton énergie, ça va pas t'aider. Ok. Tu vois? Ok, parce que tu vois, il y avait des entrepreneurs avec qui on parlait du coup dans le taxi où ils se disaient, mais en fait, d'aller chercher l'inverse de toi, du coup, c'est d'aller chercher ce que t'as pas. Mais j'étais plutôt dans un sens où, ouais, mais du coup, tout l'accompagnement, il va peut-être se faire, mon énergie, elle va à l'inverse, oui. tu vois, je vais... Après, si tu as du temps et que tu commences, tu peux essayer, tu vois. Ah, Pour moi, c'est l'expérimentation. Ouais. Mais non, si on sait suivre son intuition et où ça nous mène, il faut suivre ça. Ok. Donc moi, je vais pas aller vers quelqu'un qui m'inspire pas en me disant, tiens, peut-être que... Oui, tu vas apprendre des choses, mais tu vas peut-être perdre ton temps. La première énergie, ce qu'elle t'indique, est souvent la bonne. Oui. Ok. Très souvent. Ok, ça marche. Ok, nice là-dessus. J'avais aussi une question par rapport vraiment dans le fond d'un rendez-vous où quelqu'un doit passer à l'action. Souvent, les décisions, elles sont inconfortables, forcément parce qu'il va vers un chemin qu'il n'a jamais été ton interlocuteur. Et donc, c'est tout le temps inconfortable. Moi, j'ai jamais eu un appel où le mec m'a dit direct « Ouais, go, vas-y, nan. » Même avec un bon appel, il y a toujours des peurs à quand même surpasser et quelque chose à travailler. Avec l'expérience, ça prend moins de temps, tu peux travailler en amont, mais il y a toujours cet inconfort qui est là. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux parce que... tiens, pourquoi tant mieux? C'est intéressant. Tant mieux parce que ça veut dire que s'il n'y a pas ça, la personne ne réfléchit pas et ne prend pas de décision. L'inconfort fait qu'elle est consciente de la grosseur de la décision. Exact. Et donc si elle y va derrière, on va avoir quelqu'un très certainement engagé. Exactement. Toute personne, même toi ou moi, chaque décision qui engendre un changement, c'est pas du tout confortable. Par contre, il n'y a aucun regret après. Totalement. Ouais, totalement. Ok. Et donc par rapport à ça, de quelle façon... en amont d'un appel, non pas la radier cet inconfort, parce que comme on l'a vu, tout changement va créer cet inconfort. Mais comment le travailler en amont dans un rendez-vous que tu as pour que... Donc comme je dis, pas le radier, mais un maximum le travailler pour qu'à la fin, elle se dise, même si j'ai peur, j'y vais. C'est quoi qui va faire ces éléments dans son esprit? Alors, allez, j'y vais même si j'ai peur. Premièrement, tu vois, avoir une bonne énergie, être réellement à l'écoute, active, et travailler les objections en amont de façon indirecte. Ok, donc tu dois capter, si à la fin tu vas avoir un « je vais réfléchir », tu aurais pu le capter en amont avec la qualité des questions. En fait, il y a des objections à la fin, l'appel est mal fait. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est aussi simple que ça. Je suis d'accord. Donc, encore une fois, quand tu connais les profils, etc., on prend un type de business, je ne sais pas si je prends la santé, il y a des objections qui reviennent tout le temps. Ouais. C'est logique parce que tu vas changer d'habitude, tu connais pas, etc. Donc, il faut savoir répondre à ça pendant l'appel de manière indirecte en rassurant la personne, qui fait qu'à la fin de l'appel, normalement, ça va très bien. Ok, donc encore une fois, ne pas fuir l'évidence. Si à un moment de l'appel, on est à 20 minutes, 30 minutes de l'appel, tu ressens quelque chose, je sais pas, tu ressens un petit malaise, une petite gêne, ton interlocuteur, tu le sens vraiment pas dans les bonnes conditions, il vaut mieux stopper l'appel, lui dire concrètement de la bonne façon. Oui, bien sûr. Écoute, je ressens qu'il se passe ça, je ressens comme ça, est-ce que tu me permets qu'on s'arrête un petit peu là-dessus? Et si ça ne te va pas, on arrête et on ne continue pas. Exact. Ok. Ouais. Donc laisser des portes de sortie des fois dans le fait de, si je ressens quelque chose, on peut arrêter là et c'est ok, c'est la bonne chose à faire. Oui, clairement. Ouais. Si on base nos valeurs carrément. sur l'écoute. Sinon ça va te repéter à la gueule à la fin, forcément. Ouais. Okay. Après, il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas parce que tu peux faire l'inverse, faire des sous, être bien, etc. Mais par expérience, là, ça fait quoi? Ça fait 12 ans. Chaque personne qui font ça, ça dure 4-5 ans. Après, tu ne les vois plus. Ouais. Chaque personne quand tu dis qu'ils font ça, c'est les gens qui évitent un petit peu cette évidence ou qui forcent à la fin. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, j'ai tellement vu de fois où la personne, tu sens très bien qu'elle est mal à l'aise. Et on va te dire, non, mais bon, c'est normal, prends tes décisions. Oui. Et puis après, la personne prend tes décisions, t'as un remboursement. Ouais, carrément. Non, mais ça arrive grave. Ouais, totalement. Elle va se sentir fermée dans un entonnoir, donc elle va te dire oui pour te faire plaisir, mais en fait, ça vient pas d'elle. Souvent, c'est ça. Donc à la fin, il y a un remboursement. Et les gens, ils ont juste à réfléchir déjà avec eux-mêmes, tu vois. Si on leur ferait pareil, ils réagiraient pareil. Ouais. Moi, même encore maintenant, des fois, quand il y a des commerciaux qui m'appellent, j'adore prendre les appels des commerciaux pour voir comment ils se débrouillent. Au bout de 3 minutes, je dis, le pauvre. Ouais. Il me bloque, ça va pas marcher. Il y a du travail à faire. Parce que tu sens dans l'intention qu'il veut te vendre quelque chose, qu'il veut te convaincre. Et tu lui dis concrètement dans ces cas-là où tu te barres de l'appel? Ça dépend qui. Donc, des fois, je confronte et puis des fois, je fais du bon, qui continue, tu vois. Ouais, carrément. Ok. Et tu vois, dans ces moments-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de closers qui veulent travailler du coup sur les objections, etc. Oui. C'est pas le bon focus. Non. Ok. Non. Alors,
Tu peux travailler sur les objections par rapport au business que tu fais, oui. Mais pour moi, le focus à avoir, c'est ton savoir-être, toi. Comment tu réagis quotidiennement, pourquoi tu n'y arrives pas. Ok. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Et l'analyse. Ok, l'analyse de la L'analyse personne, de l'appel. Ouais. Ok. Les gens font pas ça souvent. Ouais. C'est Tu rare. sais que moi, je rencontre plein de gens, de closers ou d'infopreneurs, et avant de pouvoir les aider, je leur dis file-moi un call. La Oui. plupart, ils me disent bah, j'en ai pas. Ouais, c'est grave. Hein. Bah oui, j'en ai C'est pas, très mais grave. du coup, qu'est-ce que tu regardes? Sur quoi tu te bases pour t'améliorer? Il y a rien en fait. Non. Ouais, carrément. C'est assez fou. Ok, et il y a aussi cette croyance, donc il y a cette croyance de je dois travailler les objections, alors que l'objection peut être travaillée en amont du call. Enfin, même en amont par l'éducation Oui. et dans le call en amont Clairement. de la fin du call. Et il y a aussi cet aspect où les gens rabaissent souvent leur prix ou se disent ah c'est peut-être mon prix, je suis trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils baissent un peu leur culotte et ils se disent je vais mettre moins cher et donc ça va passer. Mais ça passe toujours pas. Non. Donc est-ce que selon toi que tu as un produit à 10K, à 100K ou à 5K, dans tous les cas, si tu as le bon public cible, qu'importe qu'on soit en 2024, que les comportements ont changé, que les gens ont peut-être moins d'argent, qu'il y a trop d'inflation, voilà, le pouvoir d'achat a baissé un petit peu, Rien à voir. ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Ok, c'est toujours une histoire de généralement, comprendre l'autre. plus c'est cher, plus c'est facile. Ouais. Ah ouais. Et donc, effectivement, quand je vois des gens, ouais, non, mais ça doit être le prix. Après, il faut quand même être raisonné. Ça veut dire que tu as des prix du marché, etc. Si ton prix il est ultra excessif par Bien rapport, il sûr. y a une logique. Ouais, faut que ça ait 10 fois son voilà. prix et que pour le prospect, ça ait du sens, évidemment. Voilà. Mais non, l'objection Ça du n'a rien prix, à voir. rien à voir. Ouais, carrément. Et tu vois, c'est vrai ce que tu dis parce que moi j'ai eu un entrepreneur récemment là au téléphone quand je faisais de la prospection. Je lui ai dit mes prices pour une immersion. Il m'a dit ah c'est que ça. Ouais. Et c'était un truc à plus de 7 000 euros. Et des fois, ça peut poser problème à l'inverse. Hein. À Moi, l'inverse. plusieurs fois, la personne, des fois, je coachais les équipes pour les services et je disais au PDG, j'ai dit les offres sont pas chères par rapport à l'avatar client. Il me dit si. Et des fois, il y a des clients qui disaient non, mais c'est tellement peu cher que j'ai un doute. En fait, ça baisse ta crédibilité. Ça amène des doutes. Ça amène des doutes sur ce que tu es capable de leur apporter et ce que tu peux délivrer derrière. Tu peux pas avoir une assurance et une confiance et après dire c'est 200 euros. Ouais. Et tu sais que souvent, moi là, j'ai suivi récemment et je vais arrêter de faire ça parce que je m'en rends compte. Et je l'avais ressenti au début, tu vois, et l'énergie là, elle ment jamais. Des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur prix et donc du coup qui vont le baisser, tu vois. Et en fait, tu peux attirer des gens, mais les gens que tu attires, tu vas même pas pouvoir les aider parce que ça va être des gens comme toi qui vont baisser leur prix. À un moment donné, tu peux pas les faire scaler. C'est un cercle vicieux. Ouais. Donc, tu vois, pour ces gens-là, ce que je recommande, et je le fais tout le temps, c'est de pas se poser de questions. Ils augmentent de 500 000 euros leur offre et ils regardent. Ouais. Et ils verront que le premier qui va dire oui, on se dit ah, ça passe. Voilà, ça passe. Ouais, ça passe. Et après, c'est bon. Et c'est surtout un avatar différent parce que le mec qui va mettre ce prix et qui va se dire hey, franchement, ça vaut le coup, bah, il va y aller à fond et forcément, tu vas lui sortir plus de résultats. Moi, ça m'avait vraiment débloqué quand je manageais toujours l'équipe pour les coachings en séduction. L'avatar client n'était pas du tout adapté au prix. Ça veut dire que là, le prix des coachings, c'était entre 3 500 et 5 000 euros. Ouais. Et tu avais des personnes étudiantes, etc. Et vraiment, quand tu fais de la psychologie, tu travailles, tu vas au fond des choses, comme par hasard, ils ont l'argent. Ouais. Donc quand j'ai vu ça plusieurs fois, j'ai dit ouais, non, c'est pas du tout une question de prix. Ouais, carrément. Parce que c'est une terrible erreur de se dire mais parce que la personne est étudiante, on ne sait pas, tu vois, peut-être que la personne elle a 15 000 sur son compte, carrément de la supposition. Pire erreur de supposer en vente. Et puis on le voit dans le quotidien des gens, dans leur manière de consommer au quotidien, ils ont un problème sur leur caisse ou leur machine à laver, quelque chose du quotidien où le système a fait que c'est quelque chose de normal de le changer quand ça marche pas. Ils ont l'argent. Oui. Ça veut dire qu'au moment où toi t'amènes cette même perception où hey, tu dois changer ça parce que ça ne va pas, le mec va trouver l'argent comme avec sa machine à laver qui ne fonctionne pas, quoi. Clairement. Les gens ils achètent un iPhone. Carrément. Et je vois d'innombrables gens. Tu sais qu'il y a des gens des fois, ils m'appellent avec un iPhone 15, ils me disent ils n'ont pas l'argent. Tu vois non, c'est fou. Alors qu'au moment où ils voulaient acheter cet iPhone 15, ils l'avaient pas non plus, puis ils l'ont eu, tu vois. C'est carrément même. On va pas leur en vouloir, mais les casques Apple aujourd'hui, tu vois par exemple, avant que ça sorte, et je me suis fait cette réflexion hier, c'est que avant que ça sorte, il y avait Beats et tout, mais pas trop de gens avaient des casques. Non. Apple ont fait en sorte que ça devienne quelque chose à posséder. Et aujourd'hui, tout le monde a un casque. Mais c'est de la consommation qu'on n'a pas vraiment besoin. Mais ils ont réussi à nous faire penser qu'on en a besoin. Clairement. Donc un appel de vente, c'est pareil. Laisser penser donc de la manipulation bonne à des fins où ça lui sert. Exactement. Ok, très bien. Et
juste rapidement avant qu'on finisse, parce que c'est aussi important pour moi de te demander ça, est-ce que tu saurais nous expliquer rapidement, à un moment d'achat où pour la personne à la fin c'est inconfortable, qu'est-ce qui se passe vraiment dans son esprit en fait tu vois, quand elle va se dire « Ah, j'ai envie de réfléchir, ça va pas ». Qu'est-ce qui se passe réellement au fond d'elle ? Est-ce que c'est de la peur, c'est du doute, c'est un manque de confiance en elle, c'est un manque de confiance en nous ? Et comment réussir à capter ça ? Je pense que soit c'est un manque de confiance, soit de toute façon une peur. Dans le sens où si là je dis oui, ça va changer quelque chose. Et il y a un risque de perdre. Donc à partir de là, c'est très désagréable puisque le but du cerveau, surtout le reptilien, c'est de rester en vie. Donc il va avoir l'impression de mourir s'il prend cette décision et qu'il ne va pas savoir ce que ça va donner. Donc forcément, ça va créer du stress et une peur. Donc là, le rôle du closer ou du commercial, c'est vraiment de rassurer en amont pour ne pas activer le reptilien. Ouais, je comprends. Voilà, le reptilien qui est mode survie, si je le fais, j'ai plus à perdre qu'à gagner. Exactement. Ouais, je comprends. Et il faut changer la tendance, c'est que si je le fais pas, j'ai plus à perdre et donc je dois le faire. Exact. Ouais, je comprends. Mais tu vois, c'est souvent relié à l'argent, à l'éducation qu'ont les gens de l'argent, etc. Ouais, ok, donc c'est une perception vraiment erronée de la réalité extérieure et ça vient tout le temps du closer. Ouais. Enfin, très, très souvent, à 100% du temps. Ok. C'est logique pour moi, dans ce qu'on vit, que voilà, il y a des gens qui vont avoir un problème avec l'argent. Tu peux pas en tant que closer lui dire non, mais n'ayez pas ce problème-là. Tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais. Ok, bon très bien Raph, merci pour ça. On arrive un petit peu sur la fin là, du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter un petit peu pour les gens qui nous regardent, que ce soit sur la psychologie, sur la vente par rapport à toi, ton expérience, un dernier conseil qui peut vraiment les aider ? Ouais, bien sûr. Au-delà de regarder la psychologie et le mental, comme on a discuté tout le long du podcast, vraiment se concentrer sur l'intention et l'énergie qu'on dégage. Ça, je le vois souvent en podcast. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il y a des gens qui vont se mettre dans un contexte de podcast. Donc en podcast, il faut parler comme ça parce que j'ai vu ça, etc. Et ils vont pas calculer l'intention. Donc si tu viens avec l'intention de vraiment passer un message ou en appel l'intention de réellement aider, ça se ressent. C'est pas on ne le voit pas, mais enfin on le voit, mais ça se ressent. Et ça marche beaucoup mieux sur le long terme. Et pour moi, c'est l'erreur numéro 1 que beaucoup de gens font. Quand tu regardes des vidéos sur YouTube, etc., il n'y a pas l'intention derrière. Ouais, je comprends. Je crois que tu m'avais dit aussi quelque chose à ce sujet-là, c'est que les gens peuvent paraître bêtes, mais les prendre pour des cons, ça se ressent tout de suite. Exactement, ouais. C'est ça. Comprends. Ok, nice. Bon, écoute, merci pour ça, c'était vraiment cool pour ce moment. Et puis on se retrouve pour de prochains épisodes sur la vente, la communication et toute la psychologie humaine. À très très vite. Nice. Good. 1 minute. Ok. À 15h.